Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de donner la parole à Sophie. Sophie, c'est une femme pétillante que j'ai eu la chance d'accompagner sur son projet et sa sensibilité. Dans cet épisode, elle vous parle bien sûr de sa sensibilité, mais également de ce sentiment de décalage qu'elle a pu ressentir, de ses nombreux changements professionnels et du fait qu'elle a eu du mal à trouver sa place. En passant par sa vie de maman, hypersensible, sa grossesse, sa vie professionnelle et sa vie amoureuse, Sophie s'est livrée dans un témoignage très émouvant. À la fin de l'épisode, elle vous explique comment elle a réussi finalement à trouver sa place dans sa vie. Je remercie Sophie de cette livrée à cœur ouvert et vous souhaite une très bonne écoute. Je m'appelle Sophie, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée et actuellement je suis en reconversion professionnelle pour devenir lectrice, correctrice et rédactrice web et papier. Et du coup, j'ai découvert que j'étais hypersensible grâce à ma coach. Donc avant de savoir que l'hypersensibilité existait et donc que je l'étais, j'avais plutôt l'impression d'être tout le temps en décalage avec les autres et de pas trouver ma place. Et puis quand j'ai découvert que j'étais sûrement hypersensible, effectivement, j'ai appris à me dire que c'était entre guillemets normal de ne pas trouver sa place et j'ai appris à vivre avec et à me dire que c'était une chance, une opportunité d'être différente. Alors mon hypersensibilité chez moi, ça se révèle par plein de petites choses. Alors déjà, j'ai un odorat ultra développé, donc il y a des parfums que je ne supporte pas, des odeurs que je ne supporte pas. C'est aussi dans le goût et le toucher ou même pour manger, il y a des textures que je ne supporte pas de manger, qui peuvent me dégoûter. Il y a aussi, alors après il y a tout ce qui est, disons que je peux me mettre à rire mais aussi à pleurer très facilement. J'ai souvent la larme à l'œil, même si je le cache. Et puis, je prends tout très très à cœur, donc c'est super compliqué. Quand je vois quelqu'un de malade, ça me rend presque malade pour eux. Dès que quelqu'un a un problème, j'en dors pas, alors que c'est pas mon problème finalement. Enfin, je suis très empathique, on va dire. Et puis voilà. Ah si, et puis j'arrive pas du tout... Enfin, je me pose tellement de questions que du coup, prendre des décisions, c'est super compliqué, puisque je vois toujours le pour, le contre, et que j'ai beaucoup de mal à prendre la décision pour moi, et pas en fonction des autres. Alors, est-ce que c'est un atout ou une difficulté dans ma vie sentimentale ? J'ai encore un autre exemple, comme quoi c'était un peu une difficulté. J'ai toujours été incapable de savoir si j'intéressais quelqu'un ou pas. Pourtant, des fois, ils étaient cash, et dans ma tête, en fait, ça faisait un blackout en se disant non, c'est pas possible, je pense pas, non. Et donc j'ai découvert que certains auraient été intéressés, mais j'ai découvert ça 3-4 ans plus tard. Et voilà, c'est comme ça. Alors la rencontre avec mon compagnon, c'est le frère de ma meilleure amie de lycée. Je ne l'ai jamais vu pendant qu'on était au lycée, puisqu'il était en études supérieures et donc il rentrait pas très souvent. Et je l'ai rencontré, j'avais 21 ans je crois. On est sortis ensemble quand j'avais 22 ans, donc vraiment hyper tard. Alors que sa sœur, je la connais depuis que j'ai 15 ans. Je sais pas trop comment on en est arrivé là. J'ai pas dû me poser de questions, je pense, pour une fois. C'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, on se pose toujours plein de questions, comme j'ai dit. Et donc on se demande toujours si on a bien choisi, si on est bien la bonne personne pour l'autre, si l'autre est bien
la bonne personne pour nous. Bah si, en fait, un peu tous les jours, je me demande. Mais en fait, je me sens bien, donc oui, je me pose des fois les questions, je me dis, mais c'est normal ça, mais voilà, je me sens bien avec lui. J'espère que c'est... Par contre, je peux pas te dire si lui il se sent bien aussi, parce que je me pose la question de temps en temps. Les seuls moments où il peut voir que je me les pose, c'est quand je m'énerve. Parce que j'ai tendance à tout garder et après à exploser. Et quand ça va pas, je râle beaucoup. En fait, j'ai une tendance à râler. Alors tout le monde croit que je râle sur les autres, mais c'est pas vrai, c'est sur moi-même en fait. C'est un truc que j'essaye de travailler, mais je déteste quand ça va pas tout seul. Et alors en plus, c'est bête parce que j'ai la poisse. Donc ça va rarement comme j'ai prévu. Et pour autant, la vie, elle est très belle, alors c'est pas grave. Mais j'aime bien râler et dire que je suis pas d'accord et que c'est pas juste. Alors le moment où on s'est découvert l'un l'autre, et puis qu'on a franchi le pas en se disant, bon bah oui, on essaye. Déjà, au départ, c'était qu'un essai, clairement. Parce que, c'était le frère de ma meilleure amie. Donc déjà, on est resté pendant 6 mois, nos amis diraient 2 ans, mais c'est pas vrai. 6 mois, on est sortis en cachette ensemble, personne ne le savait, à part mon frère. Et donc c'était un essai. On voulait que ça marche avant de l'annoncer aux autres parce que voilà. En plus, je crois qu'un mois après qu'on ait commencé à sortir ensemble, j'ai appris que j'étais prise pour partir en Angleterre pendant 6 mois l'année d'après. Donc là, oui, je me suis posé les questions parce que j'ai dit, punaise, déjà, comment je vais lui dire ? On est en essai, je vais lui dire que je me casse. Et après, oui, si, je me suis... Mais au début, non, je me posais pas trop de questions parce que c'était un essai. C'était même super bien que ce soit... Je pense que c'était la première relation que j'abordais comme ça en me disant, c'est un essai, ça passe ou ça casse, on s'en fout. Les autres, je les abordais beaucoup plus dans le... Alors, c'était avant, hein. C'était plus dans... Faudrait que ça marche. Faut que j'assure. Alors que là, le pauvre, j'assure pas tous les jours. C'est vrai que le fait de se dire que c'était un essai et qu'on se mettait pas la pression, si ça marchait pas, personne savait qu'on était sortis ensemble. Nous, on le saurait, mais pas les autres. Donc déjà aussi, on coupait pas notre groupe d'amis, nos groupes d'amis, puisque ça faisait 1 an à peu près, je pense qu'on se tournait autour quand même, faut le dire. Mais il y avait toujours nos amis, à sa sœur et moi, et puis ses amis à lui de l'autre côté. Et donc on avait commencé à faire des choses en commun, mais pas beaucoup. Et je pense qu'on n'avait pas envie de casser non plus la synergie. Dans ma vie de maman, et finalement, je crois que j'ai compris que j'étais hypersensible, surtout quand j'ai eu ma 2e fille. Et c'est bien d'être hypersensible, mais c'est compliqué quand on est maman, parce que tout ce qui arrive à nos enfants, on le prend, je pense que c'est démultiplié. Alors déjà, je pense que en tant que maman, en temps normal, c'est déjà démultiplié. On est très sensible à ce qui se passe pour nos enfants, mais alors là, c'est juste insupportable certaines fois. Mais sinon, c'est bien aussi parce que ça m'oblige à poser des questions et à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est pas mal. Ça m'a beaucoup aidé à travailler sur moi aussi. Alors mes enfants, je pense qu'ils sont sensibles, hypersensibles, je sais pas. Mon aîné, je pense qu'il est extrêmement sensible. Et dans son cas, c'est vraiment une force. Puisque malgré son hypersensibilité, il s'en fiche du regard des autres. Donc il vit sa vie. Par contre, parfois, il se pose des questions, ou alors il a observé qu'il y en a un qui était malheureux, etc. Et comme il n'ose pas aller vers les autres, du coup, il me pose les questions le soir. Voilà, donc ça c'est plus compliqué à gérer, mais par contre pour le reste, je trouve ça super bien qu'il s'en fiche du regard des autres. C'est une force, et moi en tant qu'hypersensible, j'ai eu beaucoup de mal à le faire, et des fois j'ai encore du mal à le faire. Sinon, la 2e, c'est sûr, elle est hypersensible. Elle est hypersensible. Après, comme elle a eu des soucis de santé, peut-être que c'est aussi lié. En tout cas, elle se connaît. Alors elle a la chance, dans sa malchance, on va dire, c'est que du coup, avec ses soucis de santé, elle a été obligée d'apprendre à se connaître. Donc elle se connaît extrêmement bien, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et quand elle craque, en fait, ou que c'est trop, elle est capable de le dire. Pas forcément de la bonne manière, mais elle le dit, et ça, c'est trop chouette. Et puis la dernière, alors elle, c'est... je pense qu'elle l'est aussi. Elle vit tout à 6000%. Donc elle rit, on dirait une folle. Mais c'est génial parce qu'elle est pleine de vie. Et par contre, quand elle pleure, ou qu'elle soit triste ou en colère, ou qu'elle est
qu'elle s'en veut de quelque chose, là, c'est dramatique. Enfin, on vit vraiment... on sent que pour elle, elle est 36e dessous. Dans ma vie de maman, il y a une chose pour laquelle, même si c'est difficile, ça m'aide, c'est que je dis à mes enfants qu'il faut lâcher prise. Même si, bon, j'en ai 2 qui arriveront pas tout de suite, hein, mais on y travaille. Et en fait, j'essaye de leur expliquer qu'il faut trouver leur truc à eux pour arrêter de se poser toutes ces questions. Donc j'en ai un qui fait du sport à outrance quand il va pas bien, quand il va pas bien, c'est pas quand il va pas bien, mais quand il se pose plein de questions, il faut qu'il fasse du sport. Donc puis d'un coup, il s'arrête ou il kinise, et comme ça, et voilà. Et après, ça va mieux. J'en ai une. Ben là, l'année de CM2 a été très compliquée, pas scolairement pour une fois, mais relationnellement, voilà. Et du coup, elle nous a dit, moi je veux voir personne, je vais être tranquille. Donc là, elle recommence à avoir du monde. Attention, je dis elle voit personne, c'est elle voit personne de l'école, sauf si on invite des copains, voilà, mais pas. Elle n'invite pas ses copains à venir à la maison et elle veut pas y aller. Là maintenant, ça y est, c'est parti, voilà. Elle les revoit, mais elle a besoin de faire une pause. Alors, mais c'est la deuxième et c'est celle qui se connaît le mieux. Elle sait tout à fait s'isoler pour revenir plus forte. Et puis pour la troisième, on cherche encore ce qui pourrait la calmer. Mais déjà, elle arrive un peu à dire pourquoi elle est triste, pourquoi elle pleure, pourquoi elle crie, pourquoi. Donc, je trouve ça chouette parce que moi, en fait, je me suis jamais posé ces questions-là et peut-être que ça m'aurait aidé beaucoup plus tôt. Et qu'arriver à 37 ans et faire... être très fatigué, faire un burn-out, on va dire, c'est mieux de l'éviter. Il vaut mieux apprendre à se connaître et puis gérer au fur et à mesure, plutôt que tirer sur la corde. Alors mes grossesses, oui, effectivement, en tant qu'hypersensible, c'est pas forcément facile à gérer. Moi perso, pendant mes grossesses, j'ai été super malade, j'ai beaucoup vomi, mais par contre, j'étais vraiment à fond sur... Alors les 2 premières, après la troisième, il y avait des enfants, donc c'était... Voilà, je l'ai pas vécu pareil. Par contre, les 2 premières, j'étais à fond sur nous, voilà, sur le bébé, mon conjoint, moi. Alors pour le coup, je ne faisais absolument pas attention à ce que les autres pensaient, me disaient. J'avais toujours imaginé une grossesse un peu idyllique. Il n'y a pas de chance, la première, ça n'a pas été du tout le cas. La première, en fait... Déjà, on m'a annoncé, quand j'ai découvert que j'étais enceinte par hasard, parce que je pensais que je pouvais pas tomber enceinte naturellement. Donc quand on m'a dit non mais vous êtes sûrement enceinte, il faut faire un test, j'ai rigolé. Et je n'y ai pas cru. J'y ai cru seulement quand j'ai validé le test en fait par une prise de sang, sinon jamais j'aurais cru que j'étais enceinte. Donc lors de la première écho en fait on nous a annoncé qu'il était peut-être pas très bien accroché. Donc c'était un peu compliqué, ça par contre c'était super compliqué pour moi à gérer, mais je pense que peu importe qu'on soit hypersensible ou pas, c'est compliqué. Et puis après en fait pendant 3 mois on est allé régulièrement aux urgences parce que je perdais du sang, etc. Et pourtant j'étais hyper optimiste. Alors moi qui suis plutôt assez réaliste d'habitude, là j'étais vraiment optimiste, je me disais de toute façon ça peut que marcher, je fais tout pour. Et puis au bout de 6 mois, je suis arrivée aux urgences et là on nous a dit vous allez sûrement accoucher aujourd'hui. Donc là ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis finalement tout s'est bien passé. Donc je suis restée couchée 3 mois. Et ça c'était atroce. Alors par contre, j'étais pas polluée par les autres, hein, pour une fois. Enfin, je veux dire, c'est pas négatif quand je dis polluée par les autres, mais je me laissais pas influencer par les autres. Mais par contre, j'ai eu le temps de réfléchir, de penser. Comme j'étais sous traitement, je supportais plus de lire. Alors que lire, c'est un peu ma passion, ça peut m'occuper des heures, et là, du coup, j'oublie tout. Donc je ne pouvais plus lire. J'avais la nausée, la tête qui tournait. Je ne pouvais que rester couchée, sauf pour manger et aller aux toilettes, prendre ma petite douche le matin. Ça c'était vraiment compliqué, j'avoue que je l'ai pas très bien vécu, mais j'avais un seul objectif, mon objectif a été atteint, c'est bon. Après, voilà, donc ça c'était la première grossesse. Le plus dur finalement c'est de se dire qu'après il est là et qu'il faut s'en occuper pour toujours. mais franchement non, cette première grossesse, à part qu'elle était difficile physiquement et donc psychologiquement à la fin parce qu'il fallait tenir, surtout qu'en plus, il était censé naître 4 mois avant, et finalement, il est né le jour du terme, alors j'en pouvais plus. Mais sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour la deuxième, ma deuxième grossesse, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte, parce que du coup, j'avais appris à écouter mon corps. Alors moi, les signaux, quand j'ai découvert que j'étais enceinte de mon premier enfant, ça faisait 2 mois et demi que j'étais enceinte, et ma belle-sœur et mon frère allaient se marier, et donc... je cherchais une robe et donc on est allé, et ma maman aussi, donc on est allé toutes les 3 avec ma belle-sœur faire du shopping et essayer des robes comme ça.
Et puis je sais plus, je me déshabille, je me déshabille, je mets une robe un peu décolletée et ma belle-sœur explose en me disant « Ah, t'es enceinte, c'est obligé, regarde tes seins !» Et je lui fais « Non, c'est pas possible. » En fait, je lui ai même dit « Calme-toi, j'aimerais bien que maman n'entende pas ça parce que je suis pas enceinte. » Et pour l'instant, a priori, ça risque pas d'arriver. C'est un peu plus compliqué que prévu, donc t'emballe pas. Et elle était mais persuadée que j'étais enceinte rien que de voir mes seins. Donc je pensais ne pas tomber enceinte et surtout ne pas être enceinte parce que ma gynéco m'avait dit que, ayant très peu d'hormones, du coup ce serait très compliqué de tomber enceinte. Donc je venais juste d'arrêter la pilule et elle m'avait dit de toute façon dans 6 mois on fait le point, mais t'auras sûrement besoin de stimulation pour tomber enceinte. Ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, pour le premier, ma belle-sœur avait vu juste, hyper tôt en plus, mais pas moi. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps, hein. J'ai quand même dit à tout le monde que j'avais eu le mal de l'air, parce que j'étais malade comme un chien dans l'avion, mais à me dire je vais jamais pouvoir descendre, c'est quand même une hôtesse qui m'a aidé à sortir de l'avion, et j'avais appelé mon conjoint en arrivant à l'aéroport en lui disant écoute, je vais essayer de récupérer ma valise, mais je suis pas sûre de pouvoir arriver jusqu'à la porte où tu vas me récupérer. Et en fait c'est parce que j'étais enceinte, mais je l'ai su après. Donc il y avait plein de symptômes, mais j'ai pas du tout fait le lien. Et puis pour la deuxième, j'ai tout de suite senti que mes seins avaient grossi. Voilà. Et puis et j'en ai même parlé à ma belle-sœur, je crois 1 semaine après. Je fais regarde, tu trouves pas que mes seins ont grossi ? On parle de tout, hein. C'est pour ça que je lui en ai parlé. Et elle me fait non, pas du tout. Cette fois, je trouve pas. T'es pas enceinte. Et donc je suis partie en vacances. C'était la veille qu'on parte en vacances. On est parti en vacances et donc pendant les vacances, mon conjoint avait repris son gel douche que je ne peux plus saquer. Ce n'est pas possible. Ce gel douche, il faut le virer des magasins. Parce que je peux plus le sentir, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que j'ai été malade pendant toute ma première grossesse et un matin je me suis mise à vomir à l'hôtel et je fais non ça va pas du tout, mais il faut que tu vires ce truc. Et là il m'a regardé, il me fait je pense que t'es enceinte. Et autre symptôme, pour le premier je pouvais pas savoir, mais pour le deuxième, mon homéopathe m'avait dit votre fils est vraiment collé à vous, il prend soin de vous, il avait 18 mois donc c'était assez... Et il me fait je pense que vous êtes enceinte. Je fais non, aucun risque. Et il me fait si vous verrez, je pense que c'est le premier ou le deuxième jour, mais vous êtes enceinte. Et effectivement, quand on est parti en vacances, mon conjoint me disait pareil. Mais oui, on dirait que quand même, il est collé à toi, il pleure dès que tu disparais, ça lui arrive jamais. Et surtout, comme j'avais beaucoup travaillé quand il était petit, il était plus collé avec son papa. Alors que là, dès que je disparaissais, il se mettait à hurler. Bref, donc voilà. Donc les symptômes, j'ai découvert que j'étais enceinte comme ça. Et pour la troisième, j'ai découvert parce que effectivement notre deuxième se mettait à pleurer dès que je disparaissais. Bon, sachant qu'elle était beaucoup plus collée à moi puisqu'elle a été souvent malade et que donc on passait beaucoup de temps toutes les deux. Mais voilà, c'est plus voilà. Puis après je vomis. Ce sont mes symptômes. Ma deuxième grossesse, en fait, physiquement ça s'est bien passé. Bon, à part les vomissements, mais c'est normal, les trucs de femme enceinte. En revanche, j'ai découvert pendant cette grossesse... mon frère et ma belle-sœur ont perdu leur bébé quand j'étais à 3 mois de grossesse. Donc c'était un peu compliqué. Ensuite, j'ai découvert que ma maman et ma meilleure amie étaient gravement malades 1 mois avant d'accoucher. 3 semaines. Donc là, par contre, psychologiquement, c'était pas une grossesse facile. Et la troisième grossesse, ma maman est décédée... Je crois que j'étais enceinte de 4 mois. Alors pour la deuxième, j'ai vu une psy en périnatalité. Je suis allée la voir 2 fois et en fait c'était super bien. J'ai tout lâché, j'ai pleuré. Et après je l'ai vécu plutôt bien. Par contre je pense que j'ai vraiment transmis mon stress à ma fille. Et pour la troisième en fait, j'ai été préparée. Alors ça veut pas dire que c'est facile. Par contre j'ai été préparée parce que on a décidé de faire un enfant en sachant que ma maman serait plus là. Donc oui, mes 3 grossesses ont été super différentes, plus ou moins difficiles, mais comme toutes les grossesses, je crois. Après, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu mon bébé à la fin. Et après, les grossesses, hypersensible ou non, une grossesse, ça peut être physiquement éprouvant, ça peut être psychologiquement éprouvant. C'est pas forcément des événements qui nous appartiennent à nous, ça peut être des événements extérieurs et on choisit pas. Et puis après, ça peut aussi super bien se passer. Il y a plein de gens pour qui ça se passe génialement bien et tant mieux. Du coup, avant ma reconversion professionnelle, j'ai fait plein de choses. Pour commencer, même le choix de mes études a été compliqué. J'ai toujours su à peu près ce que je voulais faire. Je voulais être soit enseignante, soit juge pour enfants.
ou juge d'instruction surtout. J'adore mener des enquêtes. Pourquoi ? Parce que j'adorais... Alors, enseignant, c'est tout bête, mais toute petite, j'adorais jouer à la maîtresse et apprendre aux autres, et j'adorais les enfants, donc ça me paraissait logique. Et puis après, pourquoi plutôt dans le droit avec juge d'instruction ? J'adorais tout ce qui était... Enfin, j'adore les enquêtes, j'adore connaître les gens, poser des questions, savoir ce qui se passe. Ça m'évite... Je pense que quelque part, ça m'évite d'imaginer tout ce qui se passe. Et en tant qu'hypersensible, c'est très reposant de ne pas imaginer tout ce qui se passe. Et puis j'adorais le fait de lutter contre l'injustice. Donc j'avais un enseignant en 3e qui faisait que de dire à mes parents elle est avocate des causes désespérées. Donc voilà, je ne suis pas devenue avocate, mais c'est vrai que souvent je me bats plutôt pour les causes désespérées que pour des causes qui, je sais, seront gagnées d'avance. Et puis donc finalement je suis partie en droit. J'ai fait 3 ans de droit parce que j'ai redoublé ma 2e année de doc, et dès la fin de ma 2e année de doc, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Alors le droit, c'est super intéressant, mais moi, apprendre tout par cœur, je sais pas faire. J'ai besoin de savoir à quoi ça va me servir, j'ai besoin de le mettre en pratique. Et donc je suis partie faire un IUP de transport et logistique. Donc c'était management et gestion des entreprises et spécialisation transport et logistique, le truc un peu... j'ai fait ça aussi sûrement par esprit de contradiction, c'était un peu un milieu d'hommes, et voilà, je voulais montrer que les femmes pouvaient le faire. Ce que j'ai montré, donc à l'issue de mon master, je suis devenue responsable d'exploitation. Donc j'ai managé plus de 25 hommes de plus de 45 ans dans une station perdue en Haute-Savoie, où j'étais donc étrangère. Fabuleux. Et puis ensuite j'ai été embauchée comme chargée de mission marketing, et après je suis devenue responsable marketing et commercial dans cette entreprise. Et là je m'occupais donc de gros contrats avec les autorités organisatrices, et puis de la mise en place de tous ces contrats et du suivi qualité sur les lignes avec les clients. Donc quand on a commencé à vouloir un enfant, on m'a expliqué qu'il allait falloir que je me calme, parce que j'étais un petit peu trop hyperactive et un petit peu trop stressée, et donc au bout d'1 an, j'ai décidé de démissionner. Je me suis arrêtée de travailler, je suis tombée enceinte, j'ai travaillé pendant ma grossesse en intérim, et puis j'ai eu mon premier enfant. Mais très vite, c'était super, c'était vraiment génial. Par contre, très vite à la maison, je me suis ennuyée. Donc au bout de 4 mois, j'ai trouvé un job, mais dans un conseil général. Et je me suis dit, ça va être génial. Je vais avoir des jours de congé, des vacances, des horaires sympas. Sauf que du coup, je faisais la route, donc c'était un peu moins sympa. Et puis, en fait, je me suis super vite encore plus ennuyée. Donc j'ai cherché un autre job, et j'ai trouvé en tant que responsable marketing développement, toujours dans un réseau de transport urbain. Mais finalement, je crois qu'avec un enfant, c'était compliqué. Je culpabilisais énormément, et je pense que c'est un truc de maman et aussi un truc d'hypersensible, de laisser mon enfant à quelqu'un toute la journée, de ne pas le voir le soir, je le voyais que le matin. Au bout de quelques temps, j'ai arrêté. Et on a fait la 2e. Voilà. Et après, j'ai trouvé un job beaucoup plus cool, à temps partiel, à 80%. Et donc là, j'étais assistante administrative, achat, vente. Mais par contre, je m'ennuyais. Mais le soir, j'étais à la maison et je pensais plus au boulot. J'étais à 100% avec mes enfants et avec mon conjoint. Voilà. Et puis du coup, on a décidé de faire un 3e, qui est une petite fille. Et donc, j'ai arrêté de travailler. Par contre, là, j'avais décidé que j'arrêterais pendant 3 ans. Et puis, je me suis un peu ennuyée. Enfin, je m'ennuyais pas parce que je fais toujours 3 tonnes de choses, mais disons que j'avais l'impression de plus utiliser mes capacités à 100%. Et donc, j'ai eu une opportunité de démissionner de l'entreprise dans laquelle j'étais pour être responsable marketing à temps partiel dans une autre entreprise, dans une industrie. Et ça, c'était trop génial. Je me suis dit, waouh, responsable marketing à temps partiel, le truc qui n'existe pas. En fait, ça n'existe pas parce qu'on bosse pas à temps partiel. Et puis après... les choses ont fait que j'ai encore démissionné au bout de 2 ans. Soit ce qui m'ennuie dans le travail, ça peut être soit je m'ennuie, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir fait le tour et de pas pouvoir faire mieux. En fait, la plupart du temps, je pars pas parce que je m'ennuie, parce que je trouve toujours des nouveaux trucs à faire, je trouve toujours des choses à améliorer.
j'arrive toujours à trouver. Par contre, en fait, quand je dis je m'ennuie, c'est plus que certaines choses m'embêtent, m'ennuient, comme des fois j'ai plus les mêmes valeurs, enfin je suis plus en accord avec les valeurs qui sont celles de l'entreprise, et au bout d'un moment en fait c'est trop pour moi, j'arrive plus à m'adapter. Souvent je me suradapte, et au moment où je peux plus, c'est vraiment je peux plus, donc faut que je parte, sinon ça passe pas. Enfin ça passe pas, je ne peux pas, c'est pas conforme à ce que je veux. Et aujourd'hui, après 4 ans et demi à la maison, où j'ai fait plein de choses, pour le coup je m'ennuie jamais. Alors à la maison je m'occupe de mes 3 enfants, souvent j'ai d'autres enfants que je garde parce que j'ai des neveux, etc. Et que c'est souvent moi qui les garde pour les vacances. Je suis bénévole dans une association de bibliothèque municipale. J'ai été bénévole aussi dans une association de parents d'élèves. Je fais plein de choses pour les autres, je relis des mémoires et des documents pour les autres, j'aide pas mal les gens autour de moi. J'organise des cafés de maman le jeudi matin. J'organise, c'est complètement informel, mais c'est mon rituel. Le jeudi matin, c'est café, et pour relâcher la pression, pour parler des enfants, des maris, de ce qu'on aimerait faire, de nos rêves, de nos espoirs, voilà. Et puis j'ai fait de la couture, j'ai fait une formation en correction, relecture pour devenir correctrice. Voilà. J'ai fait un atelier d'écriture. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais beaucoup de cuisine. Puis voilà, ça passe vite la journée. Je ne m'ennuie pas. Et aujourd'hui, même si je ne m'ennuie pas à la maison, je voulais retravailler. Par contre, je ne veux pas faire comme les dernières fois où en fait je me suis mise à travailler tellement que après j'ai un déséquilibre entre vie perso et vie professionnelle. Donc je voulais que ce soit adapté à notre vie de famille, que je puisse aller chercher les enfants à l'école, les emmener à leurs activités, ne pas stresser quand les vacances scolaires arrivent ou quand elles finissent, parce que j'ai pas préparé encore les futures vacances scolaires et que je sais pas où ils vont aller, comment ils vont se garder, qui va les prendre, où il faut que je les inscrive. Je déteste ce stress-là de devoir tout organiser et anticiper, et comme j'anticipe tout pour éviter d'être stressée et d'être débordée, parce que je crois que c'est un truc d'hypersensible de vouloir tout prévoir. Et du coup j'essaye de m'adapter, donc j'essaye de revoir certaines priorités, et donc aujourd'hui je vais essayer donc je donne des cours de culture générale et expression, de communication professionnelle dans une école pour des alternants en BTS, et puis je lance mon activité de rédactrice web et papier. Voilà. Effectivement le risque c'est que je m'ennuie un jour peut-être. Mais en l'occurrence, là, j'ai décidé, si je fais ça, j'ai décidé déjà de choisir ce que je vais faire. Donc il y a peut-être certains clients que je prendrai pas parce que je veux m'amuser aussi. Enfin, je veux que ce soit ludique. Je veux pas que ce soit une obligation. Je veux pouvoir m'éclater en écrivant. Peu importe le style, puisque de toute façon, il faut s'adapter aussi aux clients, mais je veux que ce soit vraiment sympa. Et puis si je m'ennuie, j'ai plein d'autres idées. Professionnellement, est-ce que j'ai trouvé ma place aujourd'hui ? C'est un peu compliqué à dire parce que je lance juste mon activité, donc je peux pas encore l'affirmer. En revanche, je pense que personnellement j'ai trouvé ma place, enfin j'ai trouvé qui j'étais et ce que je voulais. Je vais essayer de m'y tenir. Et puis professionnellement, comme je donne des cours, je trouve ça sympa aussi la rencontre avec les jeunes. Et puis d'apporter quelque chose, même si je suis pas... Alors j'ai peut-être un problème dans ma vie professionnelle, c'est que je suis très généraliste, parce que je m'intéresse à énormément de choses, donc il n'y a pas un sujet que je maîtrise particulièrement, excepté le transport de voyageurs. Voilà, c'est un sujet comme un autre, moi c'est un peu mon truc. Et donc je trouve ça super parce que je fais de la recherche pour mes élèves, je fais de la recherche pour mon activité en auto-entrepreneuse aussi. Voilà. Pour trouver ma place dans ma vie, ça a été un peu compliqué parce que je pense qu'on a tous une éducation différente, des carcans éducatifs peut-être, selon ce qu'on a absorbé ou pas, et comme je suis hypersensible, j'ai absorbé énormément de choses. Je me suis créé pas mal d'obligations, je pense, dans ma tête.
D'ailleurs, je lance un podcast là-dessus, sur la pression, sur les pressions, les carcans éducatifs. La pression, ça peut être la pression de la société, ça peut être la pression de nos parents, des gens autour de nous, même juste celle qu'on se met parce qu'on croit que c'est obligatoire et qu'on doit faire comme ça. Et donc, donc j'avais essayé de me faire aider par des psys finalement. C'était pas mon truc. Donc, je me suis fait coacher. Et du coup, j'ai appris à faire les choses pour moi, en fait, et arrêter de me poser trop de questions. Alors, c'est compliqué parce qu'on s'en pose toujours, mais par contre, quand je fais quelque chose maintenant, même si des fois ça me rend un peu malade parce que je me dis, ah mince, ça a peut-être fait du mal à quelqu'un, zut, c'était peut-être pas la bonne chose à faire, je le fais pour moi avant tout. Et donc, c'est plus facile à assumer et à vivre, même si on se plante. Un conseil pour d'autres personnes hypersensibles, j'ai envie de dire déjà d'essayer de s'affranchir de toutes les barrières qu'on nous a inculquées ou qu'on s'est posées nous-mêmes. Je travaille toujours dessus. Et puis après, alors moi perso, mon gros problème c'est quand même la prise de décision, puisque je me pose tellement de questions que chaque fois que je pèse une décision, c'est compliqué. Donc mon conseil maintenant c'est prendre la décision en fonction de soi, parce que c'est celle qu'il faut prendre, et pas en étant tellement empathique qu'on se dit non mais si par exemple si je reste dans ce travail, ça va les planter, en plus je suis copine avec elle, machin. Parce que finalement, l'expérience m'a prouvé que faire les choses pour les autres, ils nous remercient pas forcément, et par contre nous, on se fait du mal et après c'est dur de rebondir. Alors en ressources livres, je suis pas très développement personnel. Je fais plein de choses à ma sauce, mais je lis pas beaucoup de livres de développement personnel. D'ailleurs, j'ai acheté les tiens, Sophie, je ne les ai toujours pas lus. Par contre, je lis certaines choses par petits bouts. Ouais, moi, j'adore les romans. Donc, quand il y a des livres de développement personnel, c'est compliqué pour moi parce que ce que je préfère, ce sont les témoignages. Et par contre, il y a un bouquin qui m'aide. J'ai honte de le dire, mais je vous le dis quand même. C'est Celle qui a dit fuck. Et je me rappelle plus qui l'a écrit. Celle qui a dit fuck, c'est génial parce qu'en fait, elle prend des scènes de la vie quotidienne et elle dit ce qu'elle met en place, comment elle se plante. Enfin, c'est un bouquin. Et surtout, c'est plein d'humour. Et moi, en fait, c'est ce qu'il me faut, j'ai envie de rire. Et aussi prendre du temps pour soi. Alors, c'est dans mes ressources, c'est pas forcément des ressources littéraires, mais j'ai toujours eu tendance à faire plein de choses pour les autres avant de penser à moi. Et depuis quelques temps, souvent, je me dis attends, là, t'es fatiguée, repose-toi, puis après, tu feras autre chose. Mes copines et ma famille diraient que c'est pas vrai, mais moi, je sais que je fais l'effort. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.